Bonjour à toutes et à tous, pour une nouvelle émission, cette fois-ci en compagnie d'Adrien Agouzi. Nous allons aborder un sujet inévitable, celui des attentats. Demain aura lieu l'hommage public qui sera rendu par le président de la République. Ça soulève tout un tas d'interrogations, notamment sur les symboles qui ont été utilisés pour rendre hommage aux victimes. Donc, première question, quel a été votre sentiment à chaud après les attentats ? Comment avez-vous analysé le choix des cibles et qu'avez-vous ressenti en tant que Français et en tant que jeune, puisque vous êtes encore jeune? Oui, tout à fait. Clémenceau disait « Quand on est jeune, c'est pour la vie ». La seule chose à retenir de Clémenceau, d'ailleurs, ce sont ses bons mots. Sa politique, hélas, il y a beaucoup à redire. Alors, tout d'abord, la réaction. Hélas, ma réaction, ça a été l'absence totale de surprise. Si par exemple on était pendant la Première Guerre mondiale et qu'on m'annonçait qu'il y avait des morts sur le front, bah, effectivement ça serait triste, mais hélas, on s'y attendrait, quoi. Là c'est un peu pareil si vous voulez. C'est-à-dire que compte tenu de la situation ethno-culturelle de la France, compte tenu de l'ultra-insécurité, compte tenu de la politique extérieure de la France sans queue ni tête, compte tenu du reniement des racines chrétiennes de la France, il est absolument inévitable que ce genre d'actes se produisent. Je rappelle qu'après l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu de très nombreux attentats qui ont été déjoués. Il y a eu un attentat qui, lui, avait été allé jusqu'à son terme, puisqu'on avait décapité un employeur. Alors évidemment, les médias nous ont dit que c'est un déséquilibré. Petite parenthèse, un terroriste est rarement totalement équilibré. Donc cette défense médiatique n'avait pas beaucoup de sens. Ce maquillage, devrais-je dire plutôt, ce maquillage médiatique n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, hélas, ces attentats étaient prévisibles. Alors, ils étaient prévisibles, mais en revanche, ils n'étaient pas prévisibles forcément dans leur ampleur et dans la façon dont ils se sont déroulés. Car ce qui est absolument monstrueux dans ces attentats, bah, évidemment, c'est le nombre de victimes, et c'est surtout le fait que ce sont des... c'est encore plus, comment vous dire, je ne dis pas que c'est plus gratuit, parce que Charlie Hebdo, c'était déjà gratuit, l'hypercacher également, mais là, c'est vraiment au hasard, c'est même plus des victimes ciblées. Donc, à la question de savoir si on se sent ciblé, oui, on se sent ciblé. Puisque j'aurais très bien pu me balader dans le quartier, bon, de vous à moi, Bastille, moi je boycotte, hein. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Pour moi, c'est Boboland, quoi. Mais bon, on peut toujours y passer. J'aurais très bien pu y passer, me prendre une balle qui traîne. Donc voilà, j'aurais pu moi-même aller à un concert, et peut-être que les terroristes auraient pu choisir ce concert, et je m'y serais trouvé. D'ailleurs, les terroristes ne sont pas bêtes, hélas, c'est-à-dire qu'ils ont fait des victimes, si je puis dire, aveugles, afin que précisément tout le monde se sente visé. Parce qu'après Charlie Hebdo, par exemple, le Français moyen pouvait se dire « Bon bah, Charlie Hebdo, ils avaient fait les caricatures de Mahomet, moi j'ai rien à voir avec ça, donc je suis tranquille ». Là, vraiment, le signe qu'ils nous ont envoyé, c'est de dire « Personne n'est tranquille ». Personne n'est tranquille. Alors, je le précise parce que c'est pas assez souvent dit, mais ce ne sont pas les mêmes commanditaires. Il faut savoir que ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo ont agi au nom d'Al-Qaïda, donc ouais, Yémen, je crois, qui sont des ennemis de l'État islamique qui se combattent, même s'ils ont la même idéologie. Oui, tout à fait. Juste au passage, c'est comme un peu les trotskistes et les staliniens, pardon. C'est-à-dire que ce sont tous des communistes, mais bon, bah, ils appartiennent à des branches différentes. Mais donc, effectivement, on se sent visé. Vous savez, le jour des attentats de Charlie Hebdo, je devais aller faire des démarches au palais de justice, et j'ai pris les transports en commun pour y aller. Et j'avais senti cette pression, quoi, monstrueuse, quoi, vraiment. Et on l'a ressenti, on la ressent encore un petit peu quand même, hein, à Paris, hein, cette pression, cette tension, même si maintenant, bon, les transports en commun sont davantage garnis, hein, parce que le week-end dernier, quand même, c'était un petit peu plus light, si je puis dire. Pour une fois, les transports n'étaient pas surbondés. Mais en tout cas, effectivement, donc, tout le monde se sent visé. Tout le monde doit se sentir visé, parce que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, si je puis dire, perdue entre guillemets, ça peut tomber donc plus ou moins sur n'importe qui, n'importe quand. Il ne faut pas être naïf. Et d'ailleurs, à la Défense, il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, un attentat qui a été déjoué. Donc, hélas, compte tenu de tous ces éléments que je vous ai expliqués, que je vous ai détaillés, eh bien, il fallait s'y attendre, et pour l'avenir, il faut s'y attendre encore, hélas.
Bon, on va attaquer maintenant un peu le cœur du sujet. Donc, suite à ces attentats, on a vu pléthore d'hommages. Il y a eu mise en place, on peut dire, d'un processus d'hommage. Et ça a été de plus en plus codifié, de plus en plus intensif. Presque, on a assisté à des scènes pratiquement d'hystérie collective. Et comment expliquez-vous cet acharnement médiatique, cette espèce de montée en puissance des hommages? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Bon, déjà, premièrement, quand il y a des victimes d'attentats, il est normal qu'on redommage aux victimes. Voilà. Après, cet hommage doit être fait quand même dans la dignité et la décence. Pourquoi? Bon, je pense par exemple à ces jeunes qui chantaient Oh Happy Days, place de la République. Bon, c'était ridicule. Point. Et je pense que les familles des victimes n'ont pas trop goûté à ce genre d'hommage. Mais qu'on fasse des hommages pour des victimes d'attentats, aucun problème. Mais après, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qui relève des hommages authentiques aux victimes, par exemple tout ce qui est recueillement et compagnie, et tous les événements qui, en réalité, quand on gratte un peu, ont pour objet de conjurer la réalité, de rejeter le réel le plus loin possible. Je m'explique. Je pense... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que les médias résument la France, en gros, à la banlieue et les couches supérieures de gauche. Et d'ailleurs, vous avez noté que, en gros, les intervenants qu'on a entendus relevaient de cette sociologie. Qui a-t-on entendu? Bon, la classe politique, bien sûr, la classe médiatique, bien sûr, mais sinon, c'est surtout la bobocratie et des jeunes dits de banlieue. Donc, suite aux événements, on a donné la parole à ces gens-là et on a assisté, effectivement, vous avez raison de le dire, à des scènes totalement hystériques, totalement stupides. Je pense par exemple au free hug. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le free hug. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prétend être musulman, peut-être l'était-il vraiment, qui se bande les yeux, qui dit si vous avez confiance en moi, venez m'embrasser, ou venez me faire un câlin, quoi. Et là, on voit tous les bobos qui se ruent sur le musulman. Alors, petite parenthèse, les bobos, ils n'habitent pas à côté des musulmans, hein. Eux, ils habitent bourgeois blanc, entre bourgeois blancs. Mais passons. Et donc, on voit tous ces bobos qui se ruent sur le musulman et qui viennent lui faire un câlin. Petite parenthèse, si j'avais fait la même chose, je suis d'extrême droite, mais si vous avez confiance en moi, venez me faire un câlin, je ne pense pas que les bobos seraient venus. Bon, de toute façon, j'ai autre chose à faire, je vous rassure. Hein. Mais voilà, donc, on a eu des scènes totalement ridicules de cet ordre-là. Je pense aussi à tous ces Charlie qui sont allés poser des cœurs sur les mosquées. Vous voyez, bon, moi, personnellement, je ne suis pas islamophobe, je ne me sens pas obligé de le créer sur tous les toits. Bon, voilà. Qu'a-t-on vu d'autre? Bon, là, j'ai pas trop de souvenirs en tête, mais bon, on a vu quand même beaucoup de scènes assez ridicules de cet ordre-là. Mais beaucoup de ce type de scènes, en réalité, ont pour objet de masquer le réel. Pourquoi? Parce que nous sommes face à ce que j'appelle la France nitroglycérine. La France dévastée par la crise, la France dévastée par l'immigration massive, la France dévastée par l'ultra-insécurité, et surtout, la France qui a répudié ses racines chrétiennes. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez un cocktail absolument explosif. Et la situation actuelle est ultra explosive, et on n'en a pas vu, je pense, le dixième. Et je pense que de la part de nos médias, de notre classe politique et de tous ces acteurs qu'on a vus dans les grands médias, il y a une volonté consciente ou inconsciente de refuser de voir le réel. On ne veut pas voir cette France nitroglycérine. On ne veut pas assumer le fait qu'elle est née par nos fautes, parce que nous avons validé le mondialisme pendant des décennies. Nous ne voulons pas assumer le poids de la responsabilité de la résolution de toutes les crises posées par cette France nitroglycérine. Et surtout, ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on ne veut pas admettre, c'est quoi? C'est que le logiciel idéologique républicain n'a aucune réponse à apporter à tous ces mots, y compris d'ailleurs à la vague d'Avanza. Parce que Mélenchon nous a fait son petit numéro chez Ruquier, la réponse c'est la République. Non, la République c'est la cause. La République c'est la cause, puisque c'est par les Lumières que s'est engouffré le mondialisme et tous ces éléments dont je vous ai parlé. Donc il y a une volonté de la part de la bobocratie de refuser de voir la réalité, parce qu'elle serait pétrie d'effroi à l'idée de voir ce qu'est véritablement la France. Donc première cause de cette hystérie, le refus du réel. Et donc on sort de la raison pour ne pas avoir à faire face à la réalité. Ils sont obligés de sortir de la raison et de se mentir à eux-mêmes. Et je pense que la deuxième cause,
et celle-là est elle aussi très profonde, c'est que lorsqu'on est un bourgeois de gauche, ou un petit ou moyen bourgeois de gauche, soyons francs, le mondialisme, passez-moi l'expression, on ne se le prend pas vraiment dans la face. Hein. C'est-à-dire que socialement, on s'en sort pas trop mal, comparé au reste de la société, même si on a peut-être parfois des petits problèmes, et on est des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Alors certes, parfois, on peut croiser les racailles à Paris, à Bastille et compagnie, mais c'est pas Mantes-la-Jolie, soyons clairs, c'est pas le 18e. Bon. Donc ce sont des gens qui, globalement, sont relativement immunisés contre le mondialisme. Et là, soudainement, ces gens-là voient une intrusion du mondialisme ultra-violente, ultra-brutale, et ces gens-là voient les fruits du mondialisme. Et je pense qu'effectivement, beaucoup saisis de terreur, sont saisis de terreur, parce que pour la première fois, ils se rendent compte qu'ils dansaient sur un volcan. Là, en plus, Voilà. cette fois-ci, je vais un peu réagir à ce que vous dites, mais cette fois-ci, on a vraiment vu en plus une espèce vraiment de gueule de bois le lendemain. C'est-à-dire quand il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu la manifestation Je suis Charlie, mais c'était pas aussi... Les gens, on les a moins... Moi, je l'ai vécu les deux événements, et là, on les a sentis vraiment choqués. C'est-à-dire que vraiment, le réveil a été très dur. Il y a eu du pas d'amalgame, sur lequel d'ailleurs je fais une petite mise au point, mais c'était quand même beaucoup moins intensif. Et d'ailleurs, il faut vraiment s'arrêter sur le pas d'amalgame. Soyons clairs, les gens ont quand même un minimum d'intelligence et de cerveau. Personne ne considère que tous les musulmans sont des terroristes ou des potentiels terroristes. En revanche, ce qui est tout à fait certain, c'est que de la part des médias, ce slogan qui en réalité c'est un stimulus pavlovien, hein, c'est un ordre, c'est une injonction du pouvoir. Ce stimulus sert à geler notre esprit. Nous voulons un statu quo, et je dirais même en tant que juriste, ce qu'on appelle un statu quo ante, c'est-à-dire qu'on revient à l'état antérieur, c'est-à-dire on fait comme si les attentats n'avaient pas eu lieu. Toujours ce refus du réel. On fait comme si les attentats n'ont pas eu lieu. Continuer à danser sur un volcan, brave gens. Le pas d'amalgame donc a vocation à geler l'esprit et surtout à interdire de donner les réponses précises au mondialisme dans un sens large et à ces attentats en particulier. C'est-à-dire que, fondamentalement, quelle est la solution? Quelle est la solution pour que ces attentats cessent? Ça passe par deux choses. Moi, je pars du principe que s'il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas d'attentats sur le sol. Donc, remigration et réaffirmation des racines chrétiennes de la France. Or, ça, le logiciel républicain l'interdit. Et le logiciel politiquement correct étant, je dirais, le stade suprême de la République, tout cela l'interdit. Et donc, le système, en nous gelant l'esprit, ne veut pas que nous mettions en cause le fait multiculturel, et il ne veut pas que nous nous posions la question de la remigration. Donc le pas d'amalgame, bien sûr qu'il ne faut pas amalgamer, bien sûr que on a un cerveau, on sait bien quand même que tous les musulmans ne sont pas des cinglés prêts à nous égorger. Mais ceci, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, si vous voulez, par rapport à la situation de la France. On n'a rien dit. Donc, pas d'amalgame, bien sûr. En revanche, remise en cause du fait multiculturel, oui, et surtout, on n'y remédiera que par la remigration et par la réaffirmation de nos valeurs chrétiennes. Parce que, petite parenthèse, il y avait quand même... on a eu le scénario cauchemardesque pour le système, parce que qui sont les terroristes? Des chances pour la France, des migrants, venus récemment de Syrie, et des convertis, des Français de souche convertis, donc la totale. D'accord, alors on va revenir un peu, bon là on s'est un peu égaré, mais bon c'est le jeu. On va revenir un peu sur la symbolique, sur les hommages qui ont été rendus et qui ont été surtout adoubés par les médias. Parce que des hommages, il y en a eu plein, vous en avez cité quelques-uns, qui n'ont pas forcément d'ailleurs été retenus. Bon, le Free Hugs, ça a été une belle image, ils l'ont mis en avant. Mais moi, par exemple, j'ai vu des gens qui déposaient des bouteilles de whisky comme ça se fait sur la tombe de Jim Morrison. Bon, c'était un concert de rock, ça peut se comprendre. Bon, il y avait aussi, je sais plus, mais il y a plein d'icônes chrétiennes, ça on ne le dit pas, mais il y a beaucoup d'icônes chrétiennes partout sur les hommages, il y a beaucoup de gens qui sont allés prier, bref. En tout cas, celle que tout le monde a vue, l'hommage que tout le monde a vu, je vais vous en citer quelques-uns, et puis je vais vous demander de les commenter. Donc, par exemple, le pianiste qui a joué Imagine de John Lennon. Je vois pas le rapport en plus avec les attentats et Imagine. Il y a un côté gnangnan quand même, hein. Je suis désolé, en plus moi je déteste ce morceau, je vous avoue. Parce que c'est un morceau athée, hein. C'est un morceau athée, c'est un morceau anti-chrétien.
On a vu Coldplay aussi qui a joué Imagine. On est toujours, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que la République a délégué la culture et les médias aux forces de gauche et à la bobocratie. C'est comme ça depuis très longtemps d'ailleurs. La presse et la gauche a... En fait, en gros, depuis l'épuration, la gauche tient le truc, quoi. Depuis 1944, la gauche tient le truc. Donc, fatalement, si vous voulez, le micro est tendu à des gens qui répondent à ces schémas culturels. Donc, Imagine, ça fait partie de la culture bobo. Donc, voilà, on a... Après, je ne sais pas qui était ce pays en question, mais bon, rien de surprenant. Bon, ce qui est quand même assez pathétique aussi, c'est qu'ils me prennent un morceau en anglais, quoi. Bon, on est quand même en France... la moindre des choses, ça aurait été quand même de prendre un morceau en français. Justement, là, ça fait le lien avec le... Parce qu'on a pris un roman symbole qui est en rupture de stock, j'ai eu l'information hier, qui est Paris est une fête d'Ernest Hemingway aussi. Alors moi je déteste Hemingway, je trouve que c'est un écrivain totalement surcoté. Je n'aime pas, si vous voulez, l'enchaînement de dialogues. Alors je ne sais pas si dans Paris est une fête, le livre est structuré comme ça aussi, mais moi ce que je le dis Hemingway, c'était comme ça, je n'aime pas du tout Hemingway. De toute façon, la littérature anglo-saxonne est quelques crans en dessous de la littérature française. Sans chauvinisme aucun, c'est absolument évident. Bon, il y a Edgar Poe qui a sauvé, il y a Raymond Chandler qui a sauvé, il y a Dashiell Hammett qui a sauvé, il y a Chester Himes qui a sauvé. Bon, il y a Orwell, il y a Orwell, il y a Joyce, on est d'accord, Allez, Kipling aussi. Mais bon, on est plusieurs crans au-dessus. Mais tout ça relève toujours, si vous voulez, d'un réflexe pulsionnel, parce que la plupart des gens qui ont acheté ces livres, on n'est pas bêtes, on sait qu'ils ne vont pas les lire. Bon. Donc on est toujours dans le pulsionnel, on n'est pas du tout dans le réfléchi. C'est un petit peu comme les drapeaux français sur Facebook. Je pense que Facebook, c'est une entreprise américaine, donc les Américains sont patriotes, ils sont totalement décomplexés. Donc quand Facebook lance le filtre français, je pense qu'ils se disent ils sont plus ou moins comme nous les Français, ils sont patriotes, donc si leur pays est attaqué, ils vont le mettre, quoi. Bon, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que des centaines de milliers de gens pour qui le drapeau français était un symbole fasciste jusqu'au 13 novembre à 20h en gros, est devenu un symbole de résistance quelques heures plus tard. C'est fort curieux. De même, la Marseillaise, qui était un chant fasciste, raciste, la Marseillaise qui était un chant raciste jusqu'au 13 novembre, donc à 20h, c'est mu en un chant de résistance contre le terrorisme. Ça me met, je vais vous dire une chose, moi en tant que patriote français, tout ça me met extrêmement mal à l'aise. Oui, puis il y a aussi François Hollande, puisque là on a une nouvelle, qui a appelé les Français à acheter des drapeaux et à les mettre à leur fenêtre le jour de l'hommage qui aura lieu demain. Donc il y a plusieurs choses à commenter. En tant que patriote français, on pourrait se dire, Adrien Bauzy, vous êtes content. Les gens chantent l'hymne de votre pays, ils sortent le drapeau, on assume un certain verbalisme patriotique, etc. Mais non, je ne suis pas content. Pourquoi ? Parce que c'est un acte qui n'a rien de spontané, c'est une injonction du pouvoir. Il n'y a rien il n'y a aucune épaisseur derrière ça, il n'y a aucune réalité. Et demain, quand le pouvoir appuiera sur le bouton off, eh bien toute cette vague patriotique va cesser. J'ai une connaissance qui est encore à la fac, qui m'a évoqué qu'on avait chanté la Marseillaise dans un cours d'amphi. Et cette personne me disait, moi j'ai pas chanté, et j'étais extrêmement mal regardé. Je lui ai dit, écoute, tu as bien fait de ne pas chanter. Parce que tu n'as pas à te soumettre à une injonction du pouvoir. En plus, à fin de récupération, parce que la République est l'anti-France, notre classe politique a la haine de la France. D'ailleurs, Manuel Valls ne prononce quasiment jamais le mot France. Il n'y a que le mot République à la bouche. C'est la République, la République, la République. Bon. Donc, il y a une tartufferie suprême de notre classe politique qui est anti-française par essence. Elle le démontre par ses actes. Petite parenthèse, elle a sa part de responsabilité dans les attentats. Bon. Mais notre classe politique démontre qu'elle est anti-française par ses actes. Elle défrancise la France à la moindre occasion venue. Donc tout cela n'a absolument rien d'authentique. C'est du vernis, c'est du marketing et surtout, c'est fait en vue des élections régionales. Parce que le FN, lui, a toujours assumé un discours patriotique, en tout cas qui se voulait comme tel. Et il avait obtenu ces dernières années, je dirais, un certain monopole de la revendication du patriotisme. Donc, en vue des élections, Hollande essaie de gratter quelque part de marché au Front National, mais tout cela est pathétique, et tout cela est du vernis. Et la politique que mène François Hollande est le meilleur démenti
à ces déclarations d'amour pour la France. D'accord. On remarque aussi d'ailleurs que beaucoup de ces drapeaux ne sont pas vraiment des drapeaux français, il y a quand même un petit peace and love au milieu qu'il faut quand même rappeler. Alors justement, le fait que ça soit... Alors on en a un peu parlé, mais comment expliquer le fait que tous ces symboles soient anglo-saxons aussi, qu'on a utilisés peace and love, pray for Paris en anglais. Alors déjà, le Pray for Paris, je serais curieux de savoir d'où il sort. Je ne sais pas qui l'a lancé. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, mais je ne sais pas d'où ça sort. Mais je pense que la raison structurelle de fond, c'est que la plupart enfin, ce sont les réseaux sociaux qui ont lancé toutes ces choses-là, et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sont tenus par des anglo-saxons. Même Google est tenu par des anglo-saxons, et à la limite, ça démontre une chose, c'est que nous, Français, nous n'avons pas nos propres instruments de réseaux sociaux. Donc je pense que la raison dominante, c'est que les mastodontes d'Internet sont anglo-saxons, et ben donc voilà, tout simplement, la com, au sens large du terme, est marquée par ça. C'est comme, vous savez, tous ces titres de films de cinéma qui ne sont jamais traduits. Bon, ça, normalement, on devrait les traduire, je pense que c'est la moindre des choses. Ça se fait dans certains pays. Donc voilà, je pense que la plupart du temps, on ne les traduit pas parce que le titre est tellement bidon que le spectateur potentiel se rendrait compte et c'est peut-être découragé. Mais bon, voilà, donc je pense que la com est tenue par des anglo-saxons, donc voilà. Ça montre, à la limite, c'est un symptôme de notre dépendance. Mais le Pray for Paris, je serais vraiment curieux de savoir qui l'a lancé. On va vous laisser le mot de la fin. Donc, comment voudrez-vous conclure cet entretien? C'est très difficile. Bon, ce qui est certain, c'est que le FN, avec ou sans attentat, aurait cartonné. Enfin, je pense qu'il va cartonner au régional. Hein. La réalité du mondialisme, pendant très longtemps, a été contenue. On a pu la mettre sous le tapis et finalement, on a pu la laisser... Enfin, c'était pour les salauds de pauvres, quoi. Franchement, c'était les salauds de pauvres. Les gens qui critiquaient l'immigration de l'Union européenne, c'était vraiment des salauds de pauvres. Aujourd'hui, on est allé tellement loin dans cette direction que ça déborde, ça déborde, ça déborde. Vers quoi ça va aboutir précisément, je ne sais pas. Je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces attentats ne seront certainement pas les derniers. Hélas. Merci beaucoup Adrien Abozit. Mais c'est moi. Et j'en profite aussi au nom de l'agence Info Libre pour présenter nos condoléances aux familles des victimes, puisque je pense qu'on ne l'a pas fait. Donc j'en profite au passage. Merci beaucoup. Bah, le connard là, de HL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.